Bonjour, je suis Germain Tchamko, Master Trainer au sein du programme INF de formation des enseignants de mathématiques du secondaire au Cameroun. En anglais, Teacher Training Program in Cameroun, en abrégé TTP Cameroun. Avant de commencer, permettez-moi de vous donner ces deux citations. Dis-moi ce que tu évalues, je te dirai ce que tu enseignes. Ça, c'est de Claudine Garcia. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'information. C'est de Nicolas Bosman. Bonjour à vous et bienvenue à cette 6e unité de formation, docimologie et évaluation du 3e module de formation, enseignement et apprentissage des mathématiques. Dans cette unité de formation, nous aborderons les questions de docimologie et d'évaluation en tant qu'enseignant de mathématiques sur la qualité des résultats des élèves. Nous traiterons des thèmes suivants. C'est quoi une évaluation? Pourquoi évaluer? Comment évaluer? Quels sont les critères d'une bonne évaluation? Quel est l'impact de la qualité de l'évaluation sur les apprenants? Que faire après une évaluation? L'épreuve de mathématiques était très difficile. Nous n'avons même pas vu ce qui est venu à l'évaluation. Le professeur de mathématiques est un noyeur. Le professeur de mathématiques nous a noyés. Le professeur de mathématiques nous a fait un devoir surprise. Les mathématiques, c'est seulement Dieu qui donne. Quand vous étiez élève, avez-vous vécu ce type d'expérience? Aujourd'hui, en tant qu'enseignant, quel sentiment cela vous procure-t-il? Êtes-vous joyeux, mécontent, perplexe, en colère, indifférent? D'après vous, qu'est-ce qui peut être la cause d'une telle situation? Comment pouvez-vous l'éviter? Dans cette unité de formation, nous verrons ensemble le quoi, le pourquoi, le qui et le quand de l'évaluation, le comment évaluer afin de vous donner les outils nécessaires permettant d'améliorer vos évaluations. En effet, une évaluation de mathématiques bien faite est le gage de la qualité des résultats de vos élèves. Qu'est-ce que l'évaluation? L'évaluation est un processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations suffisamment pertinentes, valides, fiables, et à examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs évalués en vue de prendre une décision qui peut être d'orienter, de certifier ou de réguler. Ça, c'est d'après Gérard. Le besoin d'encadrer les recherches relatives aux caractéristiques de l'évaluation a fait naître une nouvelle science, la docimologie. Alors, qu'est-ce que la docimologie? D'après Ivan Kossu, la docimologie est la science relative à l'étude des examens et des caractéristiques de l'évaluation. Elle concerne aussi bien les modes de notation que le comportement des correcteurs. Pourquoi l'évaluation? De prime abord, même s'il existe différents buts de l'évaluation, l'objet premier de l'évaluation consiste à améliorer les apprentissages et favoriser le développement du plein potentiel de chaque élève. À cet effet, le but de l'évaluation est de vérifier si l'élève a acquis les compétences enseignées. Comment? Grâce aux notes. Les notes obtenues à l'évaluation vous permettent de savoir si l'apprentissage s'est effectué, afin que vous puissiez prendre une décision pour apporter une rémédiation et aussi pour auto-évaluer vos méthodes et stratégies d'apprentissage. En définitive, l'évaluation vise deux grandes finalités. Être au service de l'apprentissage et évaluer l'apprentissage. Quels sont les types d'évaluation? Alors, on distingue plusieurs types d'évaluation en fonction de l'objectif recherché. Premièrement, parlons de l'évaluation normative. C'est le type à utiliser lorsque vous souhaitez comparer la performance d'un élève à celle des autres élèves d'une classe, d'un établissement à un autre établissement ou d'une région à une autre région lors d'une même épreuve. Ensuite, l'évaluation par critères ou évaluation critériée. Si vous souhaitez juger l'élève par rapport à lui-même, ses performances individuelles par rapport à un objectif préalablement défini, pensez à l'évaluation par critères. Elle permet d'évaluer une performance individuelle par rapport à l'objectif visé sans la comparer à celle du groupe. L'évaluation prédictive ou diagnostique, c'est un diagnostic avant d'entamer
une séquence d'apprentissage. Elle renseigne sur les besoins de l'élève, ses prérequis, ses chances de réussite pour l'apprentissage futur. L'évaluation formative maintenant, c'est un processus continu qui se réalise tout au long de la période d'enseignement-apprentissage. L'évaluation formative comporte différentes fonctions. Premièrement, suivre les progrès de vos élèves. Ensuite, aider vos élèves à apprendre, c'est-à-dire à devenir plus autonomes. Troisièmement, fournir de l'information afin de vous permettre de réguler votre enseignement et vos stratégies d'enseignement. Quatrièmement, assurer une planification qui favorise la différenciation et répond aux besoins spécifiques de chaque élève. L'évaluation formative peut être à démarche descriptive, qui ne fait pas faire le point, ou sommative, en sommant qu'on peut noter. Quatrièmement, l'évaluation sommative. Parlons-en. Elle intervient en fin d'apprentissage pour établir un bilan des savoirs, savoir-faire, savoir-être acquis avec éventuellement prise de décision. Par exemple, l'examen qui permet le passage en classe supérieure ou alors qui décide d'un redoublement. Parlons maintenant de l'évaluation certificative. Elle se situe à la fin d'un processus d'apprentissage et a une fonction de reconnaissance sociale des acquis. En fait, elle permet de renseigner la société sur le niveau d'appropriation par des apprenants des savoirs, des savoir-faire ou des compétences inscrites dans les programmes officiels. C'est le cas, par exemple, des examens officiels, BPC, probatoire et baccalauréat. Nous avons vu ensemble ce que c'est que l'évaluation, pourquoi évaluer et quel type d'évaluation utiliser en fonction des objectifs à évaluer. Intéressons-nous à présent aux techniques que vous pouvez utiliser pour évaluer. Quelles sont ces techniques? Quand pouvez-vous les utiliser? Quels sont leurs avantages et inconvénients? Première technique, les questions à réponse longue. Les questions à réponse longue sont les plus utilisées pour mesurer l'aptitude des élèves à apprécier en mathématiques. Elles mesurent obligatoirement les mécanismes de l'expression écrite, style, orthographe, originalité de la présentation. Très importante pour l'exercice de démonstration ou de justification. Cette technique est propice pour mesurer les objectifs des niveaux supérieurs de la taxonomie de Bloom, à savoir analyse et synthèse. En effet, grâce aux questions à réponse longue, vous pouvez mieux mesurer l'originalité de la pensée et de la créativité mathématique de vos élèves. Mais, comme tout ce qui brille n'est pas or, les principaux inconvénients de cette technique sont son objectivité difficile à apprécier et la difficulté à noter, notamment dans le contexte des effectifs pléthoriques. Deuxième technique, les questions à trous, tests lacunaires et les questions à réponse courte. La technique des questions à trous et des questions à réponse courte permet de vérifier de nombreuses connaissances en éliminant la possibilité des questions dues au hasard. Elle est d'une grande objectivité et se prête bien à l'évaluation des connaissances. Avant d'utiliser les questions à trous ou les questions à réponse courte, vous devez garder en esprit les inconvénients suivants. Ce type de question ne permet pas de mesurer l'originalité de la pensée et les objectifs du niveau supérieur de la taxonomie de Bloom. Les questions à trous et les questions à réponse courte posent un problème d'ambiguïté de la nature de la réponse à fournir, rendant ainsi difficile leur réalisation. La réponse de l'élève à ce type de questions peut être juste, c'est-à-dire conforme à la vérité scientifique, sans toutefois correspondre à la réponse attendue. Troisième technique, les questions à choix multiples ou QCM. Les QCM sont une technique d'évaluation objective et très précise sur la compétence ou la connaissance évaluée. C'est la technique idéale lorsque vous souhaitez corriger rapidement et avoir une grande flexibilité. Cependant, avant d'utiliser les QCM, il faut garder en esprit 4 choses. Les bons QCM sont difficiles à réaliser. Les QCM sont moins économiques que l'alternative ou l'appariement pour vérifier des connaissances élémentaires. Les QCM présentent une probabilité d'obtenir des réponses au hasard. Les QCM ne permettent pas d'évaluer le raisonnement logique de l'élève. Les limites des QCM peuvent être
pallier en les associant avec une question à réponse longue, comme dans l'exemple suivant. Quatrième technique, les vrais ou faux. La technique des vrais ou faux est une technique très adaptée pour les effectifs pléthoriques, car facile à corriger. Elle s'applique à une variété de sujets et permet de couvrir un éventail de connaissances en peu de temps. Avant d'utiliser les vrais ou faux, il faut tenir compte des inconvénients suivants. Les vrais ou faux présentent une probabilité de 50% d'obtenir des réponses au hasard. À cet effet, cette technique est peu utile pour détecter des difficultés d'apprentissage. Les vrais ou faux augmentent le risque des questions ambiguës ou possédant des indices révélateurs, ce qui les rend difficiles à réaliser. Pour pallier aux limites de la technique des vrais ou faux, il faut associer votre question à une technique à réponse courte ou longue, comme dans l'exemple suivant. Cinquième technique, les questions d'appariement. La technique d'appariement laisse peu de place au hasard et permet de couvrir un échantillon de connaissances en un temps relativement court. Avant d'utiliser cette technique, il faut garder en esprit qu'il est difficile de construire des questions avec cette technique. Parlons à présent des qualités d'une bonne évaluation. Comme nous l'avons vu au début de cette unité de formation, l'évaluation vise deux grandes finalités. Être au service de l'apprentissage et évaluer l'apprentissage. La première finalité nous impose la mesure de la qualité de nos évaluations. Alors, comment évaluer nos évaluations? Quels critères utiliser? L'évaluation d'une évaluation peut se faire suivant deux aspects, sa forme et son fond. Parlons de la forme. Dans un contexte de l'APC, les exercices que vous proposez doivent permettre d'évaluer à des proportions équivalentes les savoirs et savoir-faire mathématiques et la capacité des apprenants à mobiliser un ensemble de ressources pour résoudre une situation de problème. Le fond, maintenant. Un bon sujet de mathématiques doit être pertinent, valide et viable. Comment évaluer ces critères? Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que les informations que je choisis de recueillir sont les bonnes informations? Est-ce que mon dispositif de recueil d'informations garantit que les informations que je recueille sont celles que je déclare vouloir recueillir? Des exemples de questions basées sur ces critères sont proposés dans le contenu de ce cours. Nous vous invitons à vous inspirer de ces questions pour la réalisation de vos évaluations. Que faire après l'évaluation? Lorsque le diagnostic des difficultés de vos élèves est établi grâce à l'évaluation, il faut passer à la rémédiation pour régulation pédagogique. Alors, c'est quoi la rémédiation pédagogique? À quoi sert-elle? La rémédiation pédagogique est un moyen permettant de pallier des lacunes d'apprentissage. Elle sert à orienter vers les propositions de correction et de perfectionnement. En somme, il s'agit de remédier à une situation d'apprentissage où l'apprenant n'a pas assimilé un contenu. Comment réaliser une rémédiation? La rémédiation pédagogique se fait à travers l'exposition des élèves une nouvelle fois aux informations, mais sous une forme différente. Quand l'information est mal comprise initialement par vos élèves, vous pouvez utiliser un moyen alternatif ou complémentaire d'apprentissage. C'est ce principe qui pilote la rémédiation. Voici quelques pistes de rémédiation. Changer de média, changer de modalité d'interrogation, donner des indices. Quels sont les types de rémédiation? Les rémédiations pédagogiques peuvent être réactives, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour permettre aux apprenants de mieux ajuster la perception qu'ils ont des tâches à accomplir, mieux comprendre le travail à faire. Elle peut être interactive, contribue alors à l'identification et à la mobilisation des connaissances au sens large, des stratégies cognitives et métacognitives pour traiter la tâche de façon efficiente. Elle peut être post-active. Elles permettent aux apprenants
de verbaliser le travail abattu pour le traitement de la tâche. Explication du choix des outils, par exemple, de leurs utilisations. En conclusion, vous, en tant qu'enseignant de mathématiques, devez garder tout le temps en esprit les finalités de l'évaluation. Être au service de l'apprentissage et évaluer l'apprentissage. Son rôle n'est pas de classifier les élèves par rapport à leur intelligence, mais de mesurer si vous avez été capable de transmettre les connaissances à vos élèves. C'est pourquoi l'évaluation est d'abord le reflet de l'enseignement du professeur, votre reflet, car il n'y a pas d'échec, il n'y a que de mauvaises représentations. Pour une meilleure évaluation de vos élèves en mathématiques, voici quelques astuces que vous devez garder en esprit avant, pendant et après vos évaluations. Premièrement, les comparaisons entre élèves ne sont pas utiles. Mettez l'accent sur les progrès individuels. Deuxièmement, évaluez ce qui est fait et non ce que l'élève est. Troisièmement, donnez des feedbacks réguliers à vos élèves. Quatrièmement, votre attitude compte. Même la communication non verbale, involontaire. Cinquièmement, valorisez les initiatives plutôt que les réussites. Sixièmement, favorisez les buts de maîtrise par rapport aux buts de performance. Septièmement, favorisez la coopération entre pairs et le tutorat. Huitièmement, appliquez des règles stables, claires, cohérentes et prévisibles. Nous ne cesserons jamais de vous le rappeler. Se réunir est un début, et rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pouvez également vous rendre dans le COP, comité des pratiques, afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va plus vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation.